Je suis Gilles Hériard-Dubreuil, j'ai 63 ans, je suis expert et chercheur. Je travaille depuis une trentaine d'années sur des questions qui touchent aux crises environnementales, la gouvernance des activités à risque. J'ai pas mal travaillé sur les questions nucléaires, mais aussi sur les questions agricoles. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la notion de commun? En fait, c'est venu progressivement. Je travaille sur des activités qui sont toujours à la source de toutes sortes de difficultés, à la fois parce qu'elles provoquent des catastrophes, ou parce qu'elles provoquent de vives réactions dans la population, ou parce que ça ne va pas de soi de les mener, ces activités. Et donc, ça fait au moins une petite trentaine d'années qu'avec des collègues chercheurs, on essaye de réfléchir, on essaye de comprendre et de donner du sens à toutes ces questions qui sont posées, je dirais, pour le dire de manière très ramassée, par le développement technique et par ses conséquences. Les activités à risque sont des activités qui peuvent provoquer, être à l'origine de risques pour les personnes ou de risques catastrophiques. Par exemple, si je construis un barrage s'il s'effondre, eh bien, voilà, un barrage, ça a un côté magique parce que ça permet de fabriquer de l'électricité dans des conditions, je dirais, de respect de l'environnement, enfin, plus ou moins d'ailleurs, entre parenthèses. Mais si un barrage saute ou s'effondre ou se brise, eh bien, à ce moment-là, c'est une très grosse catastrophe. Il se trouve que moi, j'ai travaillé sur des catastrophes qui avaient, je dirais, des conséquences de long terme. Souvent, quand il y a une grosse explosion, eh bien, bon, une fois que ça a eu lieu, on soigne les blessés, on enterre les morts, on fait son deuil de ce qui s'est passé et on reconstruit autre chose. Il y a des phénomènes, des catastrophes qui ont des conséquences à très long terme et qui continuent, dont les effets continuent de se produire sur des dizaines et voire plus, et au-delà des générations humaines. Voilà. Lorsqu'on développe une activité qui comporte des risques ou des impacts possibles, se pose la question du vivre ensemble. Moi, en tant que riverain ou en tant qu'usager d'un produit, je consomme ce produit, et si ce produit est à l'origine d'un certain nombre de risques, ça peut être un pot de yaourt, mais ça peut être aussi une grosse installation chimique ou nucléaire à côté de laquelle ma maison se trouve. Ça pose la question du vivre ensemble et des règles et de la façon dont on mène cette activité. Donc, généralement, comment dans nos sociétés nous traitons cette question? En nous appuyant sur l'État. C'est l'État qui met en place des règles de fonctionnement et des règles de sécurité, de sûreté pour ces installations et qui, en général, également met en place des moyens de mesure, de surveillance, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, eh bien, ça ne permet pas d'arriver à un état de tranquillité où, quelquefois, on va se poser la question de savoir si vraiment c'est justifié, ces activités à risque, et si d'abord, si le principe de leur existence est vraiment légitime, et deuxièmement, si la manière dont on les gère est effectivement cohérent avec l'idée que je me fais, moi, de ma sécurité, celle de ma famille, celle de mon village, celle de la population dans laquelle je me trouve. Donc ça pose la question de savoir comment se coordonnent les activités sociales. Voilà. Les communs, historiquement, ça a toujours existé dans les sociétés rurales. C'était des ressources qui étaient prises en charge en commun par des acteurs. Ça peut être des pâturages, ça peut être des estives en montagne, ça peut être des forêts, ça peut être toutes sortes de choses qui font que les gens se regroupent pour prendre en charge ensemble parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Donc il y a une sorte d'interdépendance. Ces formes de commun avec un S, commun, ont grande partie disparu au cours du XIXe siècle et du XXe siècle et ont laissé la place à une forme d'organisation de la société dans laquelle finalement le marché s'est imposé comme la meilleure façon d'assurer, je dirais, des conditions équitables pour chacun. Il y avait cette idée qu'on ne peut pas se fier aux hommes. Ils ont des intérêts personnels qui vont primer sur l'intérêt et la survie de la ressource commune. Et donc, il est préférable de mettre en place des dispositifs de marché pour que s'organise, je dirais, de manière équitable la distribution de ce dont chacun a besoin. Donc, on est sur une idée, je dirais, assez négative de l'être humain. Ça a complètement structuré, finalement, toute l'approche libérale. On va dire l'émergence du marché comme principe coordinateur central dans une société libérale. Voilà.
dans les années 2000, il y a des chercheurs, et notamment une femme qui s'appelle Elinor Ostrom, qui ont travaillé sur des communs qui existaient encore dans le sud des États-Unis, je crois que c'était en Floride, dans des marécages, et qu'on avait supprimé parce qu'on avait privatisé d'une certaine manière. On avait mis en place un régime de propriété privée qui s'était substitué à un système de communs. Et on leur a demandé d'étudier parce qu'on voyait apparaître toutes sortes de problèmes environnementaux qui n'existaient pas auparavant. Et en fait, elle s'est rendue compte que ces problèmes environnementaux, qui étaient liés à une interdépendance entre les différents lieux, parcelles, etc., en fait, n'étaient plus pris en charge puisque le système de privatisation faisait que chacun s'occupait de soi-même. Et à partir de là, en creusant, elle s'est rendue compte qu'en étudiant les systèmes qui existaient auparavant, en fait, il existait avant des systèmes d'organisation sociale dans lesquels les gens prenaient en charge l'ensemble des problèmes, tout en assurant finalement leurs intérêts propres, mais géraient ensemble finalement ces questions qui étaient liées à l'interdépendance de tous, en se donnant des règles, à la fois des règles de comportement, mais aussi des règles d'accès à la ressource, de manière à ce que cette ressource puisse, être gérée de manière pérenne. Voilà, c'était une forme de propriété collective, mais au-delà de ça, c'était pas seulement une propriété collective, c'était une propriété collective, plus une responsabilité, plus des gens en position de prendre en charge les problèmes, etc. Au début, on s'est dit, mais c'est une question très locale, finalement. Ça concerne une organisation locale. Est-ce que ça n'est que local? Et en fait, elle a continué son travail, et son travail l'a amené au constat que cette dimension du commun est en train d'exploser dans d'autres domaines qui sont les communs de la connaissance, par exemple. Qu'on connaît tous, Wikipédia, Creative Commons, il y a toutes sortes d'outils, les logiciels libres, etc. Donc, dans différents domaines, on a commencé à voir arriver une autre façon de prendre les problèmes, dans lequel les acteurs se coordonnaient entre eux, plutôt que de faire appel à un tiers, l'État, à des systèmes de réglementation édictés de l'extérieur, ou de faire appel à un système de privatisation et de marché. Et puis, en creusant cette question encore, on s'est rendu compte que, en fait, ces processus qu'on pourrait appeler cette dynamique du commun, en fait, étaient à l'origine de transformations. C'est-à-dire, c'était pas seulement que tout d'un coup, on avait trouvé un bon système pour gérer les pâturages ou pour gérer des droits d'auteur, etc. Mais c'était au-delà de ça que l'expérience du commun amenait à une redéfinition, finalement, de tout un tas de choses. Donc il y avait un caractère un potentiel transformatif, on pourrait dire. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes un peu à la cheville de deux mondes. Il y a un monde qui passe et il y a un monde qui vient. Ce monde qui passe, on pourrait dire, c'est un peu ces temps modernes qui aujourd'hui, dont tout le monde peut voir l'essoufflement, et beaucoup de gens pensent que cette période, au fond, se termine pour arriver dans une nouvelle période de l'histoire humaine et l'histoire de la planète, dans lequel finalement nous avons à reconstruire un monde selon des paradigmes différents. Seulement, il faut changer de lunettes pour faire ça. Il faut retirer ces lunettes des mondes modernes et il faut arriver à attraper les lunettes du monde qui vient, c'est-à-dire à changer ces paradigmes. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que la dynamique du commun, en fait, c'est quelque chose qui va aider à repenser complètement l'ensemble des concepts qui forment notre vie. C'est-à-dire la compréhension de ce que c'est qu'une société, la compréhension de ce que c'est qu'une personne humaine, la compréhension de ce que c'est que l'État, de ce que c'est qu'une entreprise, de ce que c'est que l'économie, pas seulement le marché, de ce que c'est que, par exemple, la propriété, la liberté, la relation aux autres, la relation à la nature. En fait, de proche en proche, on voit que ces communs aboutissent à reformer et à, on va dire, elles tendent à faire émerger un monde. Et c'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est arriver à mettre des noms et à repenser complètement là où nous sommes, mais avec d'autres concepts et avec d'autres idées. Donc c'est pas un concept révolutionnaire, c'est plutôt un concept transformatif. Parce que nous voyons bien aujourd'hui la difficulté d'engager une transition. Beaucoup de gens voudraient l'engager à coup de législation, à coup de normes. D'autres pensent que c'est une sorte de transformation des mentalités. Mais on voit bien que le chemin est difficile à trouver et que donc, en réalité, nous avons là une ouverture très très intéressante. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le formulerai. Tout récemment vient de paraître cet ouvrage qui s'appelle Dynamique du commun, qui a été publié aux éditions de la Sorbonne. C'est un ouvrage qui a été fait en partenariat avec différentes institutions de recherche et des acteurs de terrain. Ça, c'est une grande caractéristique de la méthode qui a été utilisée là.
On a fait venir des bergers qui géraient des estives dans les Pyrénées. On a fait venir des gens qui créaient des réseaux électriques ou d'autres qui travaillaient sur le numérique. Et donc on a pu mettre en dialogue des gens qui étaient à la fois des gens qui essayaient de réfléchir et d'autres qui essayaient de trouver des chemins. Donc voilà peut-être la caractéristique de ce livre, c'est cette posture pragmatique vis-à-vis des communs. Je pense que ce livre s'adresse à pas mal de gens en réalité. Bien sûr, il y a des aspects plus théoriques qui sont plus difficiles, plus compliqués, mais on peut tout à fait démarrer, on n'est pas obligé de commencer au début pour finir à la fin. Et on peut tout à fait rentrer en se disant, tiens, je m'intéresse à l'agriculture, ou je m'intéresse au numérique, ou je m'intéresse par exemple à l'énergie, et on va regarder comment les gens font. Et progressivement, à partir de là, on peut commencer à rentrer dans la compréhension de ce que c'est que les communs. À la fois, eh bien, si moi je m'intéresse plus particulièrement aux aspects juridiques ou philosophiques, eh bien, je vais avoir effectivement des interventions qui sont plutôt plus ciblées sur cette dimension-là, mais je peux parfaitement rentrer par le concret. Et ça, je pense que c'est une grande force de ce livre.